C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Queasy et c'est Madissouf qui s'y colle. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le président, bonjour. Président de Bonjour. l'association des maires également. Bonjour. Je suis impressionné d'être là à côté de vous, parce que je suis à côté de l'histoire de Mayotte en fait. Et si vous êtes d'accord, c'est de ça dont on va parler dans la première partie de l'émission. On parlera de l'avenir et de la départementalisation, et c'est cet anniversaire qui s'approche. Mais d'abord, on va essayer de parler de cette première partie, avant que ça devienne un département, des gens qui se sont battus pour qu'on puisse être ce que l'on est aujourd'hui. Vous êtes ce qu'on appelle un Soroda. Il faudra nous expliquer ce que ça veut dire. Mais avant, vous avez choisi qu'on puisse démarrer cette émission ici dans la cour. En fait, on est juste devant les anciens locaux de nos confrères et non moins amis de RFO, à côté d'un manguier particulier. Pourquoi? Expliquez-nous. Tout d'abord, je dois remercier Queasy d'avoir voulu faire cette émission. Cet endroit, pourquoi? Il y a trois raisons. La première raison, c'est avant l'indépendance. C'était la résidence des anciens ministres du gouvernement comorien. C'était à l'époque de l'autonomie interne. D'accord. La deuxième raison, c'était après l'indépendance ou pendant l'indépendance, c'était au débarquement d'Ali Soali. La troisième raison, la plus récente, c'est la première radio de Mayotte, votre confrère qu'on vient de lire, RFO Mayotte. C'était ici et tout récemment, ils ont déménagé pour aller dans des bonnes en grande terre. Et cet arbre a une histoire aussi. C'est un manguier. Tout à fait. Cet arbre a une histoire. Oh, quelle histoire! L'histoire, c'est le 21 novembre 1975. C'est la fameuse marche rose d'Ali Soali. C'était ce qu'on appelle le débarquement d'Ali Soali, qui a débarqué avec un premier avion qui a atterri à Pamandzi à 6 h du matin. Avec des militaires à bord? 100 militaires, le premier, tout seul avec une dizaine, une vingtaine de personnes venant de toutes les îles, c'est-à-dire Anjouan, Moélie et Grande Comore, qui avaient fait un sitting ici. Ils étaient assis autour de ce manguier. Là où on est. Là on est. Après avoir traversé tout Pamandzi de l'aéroport à ici, se sont installés ici. Et je vais vous dire, vous étonner, la gendarmerie qui est à côté, ils avaient tout vu ça. Et je sais aussi qu'ils étaient au courant de ce débarquement. Ils n'ont pas bougé. Donc, ils ont laissé faire. Il a fallu que nous, population, on bouge. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose à faire, c'est d'aller barricader la piste avec des moyens, des bidons de vide des essences, de l'essence, des carburants qui servaient. Parce qu'à l'époque, les avions s'étaient ravitaillés avec des bidons de 200 litres. Des fûts en métal. Donc, comme c'était au bord de la mer, de la plage, on a mis aussi tout ce qui était comme pirogue, comme ce que vous voyez derrière. Donc, vous avez bloqué la piste? La piste. Pourquoi on l'avait bloquée? Parce que déjà, la radio Comore, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas RFO, la radio Comore a annoncé que ça y est, on a pris Mayotte, donc on vous demande toute la population des autres îles, il y a 2 avions à votre disposition pour débarquer à Mayotte. Donc c'est pourquoi on a bloqué en premier la piste. Après, j'ai pris un camion qui servait à l'époque, on appelait travaux publics, qui est devenu l'équipement. Après, actuellement, on l'appelle la DEAL, qui était à la base aérienne à l'aéroport. Le camion chargé avec quelques fidèles, on appelait à l'époque des commandos. On est venu ici pour vouloir vraiment dégager ou
faisant semblant d'écraser Ali Soali avec toute sa troupe qui était au-dessus. C'est là que le feu monsieur Giraud, Adrien Giraud, qui est venu s'intercaler devant le camion pour qu'il a empêché le camion d'avancer vers Ali Soali Et de l'écraser. Et de les écraser. Parce que vous alliez le faire, ça? Vous étiez prêt à le faire? Ou c'était juste pour impressionner? C'était pour impressionner, mais peut-être... bon, je n'allais pas le faire, il faut le dire les choses, mais vraiment, j'étais tout près, à quelques centimètres. C'est M. Giraud qui s'était venu. Mais pourquoi à ce moment-là, vous prenez cette décision avec les commandos? On va y revenir sur cette histoire de commando, parce qu'on parle de commando aujourd'hui. Le mot commando, on imagine des mitrailleuses, etc. À l'époque, c'était pas ça, c'était des morceaux de bois. Des morceaux de bois, il y avait même certains fusils en bois déguisés. Tout à fait, mais pourquoi vous aviez décidé, vous, de rentrer en révolte? J'allais dire en résistance. Et ce mot est important, on va y revenir. Oui, on est rentré en résistance parce que depuis 1972, lorsqu'il y a eu l'autonomie interne élargie et qu'on a donné aux Comores toutes les compétences, la gendarmerie, la justice, on a trouvé qu'à Mayotte, on était lésés. Et cette gendarmerie et cette justice, qui était la gendarmerie française et la justice française, mais qui était mis sous tutelle du gouvernement comorien parce que c'était une autonomie interne large, élargie, avec toutes les compétences que je viens de vous citer. Ils étaient là pour mater les Mahorais qui n'étaient pas pour l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'ils leur faisaient? Qu'est-ce qui se passait? Donc c'était à l'époque où on a prisonné à tout va, c'est-à-dire si vous êtes contre le gouvernement, on allait vous mettre en prison. C'est là qu'on avait, c'est à cette époque-là qu'on avait emprisonné M. Bamana, Mme Zenandere, etc., etc. Tout ce que, parce qu'ils Certains ont été torturés même. Torturés. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la garde comorienne, c'est-à-dire garde de Comores. Ouais. C'est comme ça qu'ils s'appelaient, garde de Comores. C'est eux qui faisaient le rôle de la police. Il n'y avait pas de police avant. Ouais. C'était garde Comores. C'est comme de l'armée, c'était la gendarmerie, mais c'était sous tutelle de l'armée. De la défense. Voilà, comorienne. C'était la défense comorienne, justement. Bon, il y avait toujours la gendarmerie française, mais il y avait cette garde comorienne parce qu'on était en train de préparer les Comores à devenir indépendants. Donc, il fallait avoir déjà sa sécurité, c'est-à-dire le militaire, c'était la garde comorienne, et puis la gendarmerie allait passer sous tutelle des Comores. Donc, tout ça, c'était une transition qui se faisait par étapes. Donc, en 1972, quand on a élargi cette autonomie interne, c'est là qu'on a commencé vraiment à subir. Donc, moi en particulier qui était jeune, on a fait ce qu'on appelle les jeunes du mouvement, les jeunes du mouvement populaire. C'était d'ailleurs un comité de jeunes d'abord. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois sur le front, c'était nos mères, nos grand-mères qui affrontaient l'armée, la garde comorienne avec des grenades, tout ça à chaque fois, parce qu'à chaque fois que l'ancien président comorien qui venait ici, nous, on était à l'aéroport en train de faire des écritures contre l'indépendance, contre Ahmed Abdallah, tout ça. Donc, il y avait toujours cette répression de la garde des Comores qui faisait sur les mamans. Donc, nous, quand on a vu ça, on a dit non, c'est pas normal qu'on laisse nos mamans, nos grand-mères... Et donc, c'est la jeunesse qui a pris le relais. C'est là qu'on a créé le fameux commando. Bon. Alors, c'était quoi ces commandos, Président? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on pense commando, on a une image aujourd'hui des commandos. Mais à quoi ça ressemblait ces commandos à l'époque? Vous aviez quel âge? Bon, à l'époque, commandé, c'était 1972, j'avais à peine 16 ans, 18, mais pas 18 ans. Ah ouais, jeune, quoi. Très jeune. Très jeune, parce que j'avais pas 18 ans. Ouais. Je venais juste de l'école, j'étais à Madagascar pour mes études. Quand je suis rentré, justement, pendant les événements de 1972, lorsqu'on a renversé Tirana, donc on était obligé de rentrer ici à Mayotte. C'est là que j'ai commencé à militer, mais vraiment à militer. Et c'était aussi la période la plus sombre au niveau de torture vis-à-vis des Mahorais. Ouais. Donc on est
autour des années 72, vous créez les commandos. Voilà, tout C'est ça à fait. Voilà, tout à fait. À quoi ils ressemblent ces commandos de cette époque? Bon, Combien de personnes ils étaient, Bon, ce commando a été commencé d'abord par Pamanzi, c'est-à-dire ici. On s'interposait entre la garde de Comores aussi. Mais vous étiez nombreux? Oui, on était une vingtaine, notamment j'ai un copain mais qui a un métro qui s'appelle Scope. Scope, il y avait Jules Médard, Henri Médard, bon, il y avait pas mal de gens qui étaient là. Il y avait aussi notre grand frère qui était là mais qui est parti, qui s'appelle Madi Legros, il était ancien commandant de la barge avant, il nous a quittés il y a 2 ans. Donc ce sont des gens qui étaient là pour travailler ou pour défendre surtout les intérêts ou défendre surtout nos mamans vis-à-vis de ce. Donc nous on était de l'à côté, on lassait les pierres. Vous n'étiez pas armés? On n'était pas armés, on n'était pas armés. C'est-à-dire, c'est de la résistance à l'état brut là. Voilà, c'est tout à fait. C'était un commando qui faisait de la résistance. Mais aussi, il faut le dire, de temps en temps, on faisait des investigations pour faire aussi montrer notre force. À l'époque de Serre-la-Main, ceux qui ne rentraient pas dans l'ordre ont tabassé aussi. Voilà. Ah, c'est arrivé ça. Ouais, C'est pas une légende. Ça, c'est pas une... À l'époque, il y avait, si mes informations sont justes, avec l'équipe de Papa Joe. Voilà, tout à fait. Hein, tout à si fait. j'ai pas Bon, de bêtises. voilà. Il y avait ce qu'on appelle, aujourd'hui, on appelle ça des ratonnades. C'est-à-dire qu'on partait dans les endroits, vous partiez dans certains endroits, et ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous. On les tabassait, ça c'est vrai. C'est vrai. On les attachait, et puis on les faisait traîner tout le long du village pour montrer que vraiment on les mettait des tas de trucs sales autour du cou pour l'humilier, voilà, ouais. en quelque sorte, pour qu'ils puissent au moins se racheter. Voilà. Donc, Ouais. parce que nous, on nous a humiliés. Hein. La garde Comore, il y a eu des viols, il y a eu beaucoup de viols au niveau des villages qui étaient des Sorodas. Et c'est-à-dire pour que nos téléspectateurs comprennent bien, à cette époque, les Sorodas, c'est-à-dire ceux qui voulaient que Mayotte reste française, étaient pourchassés par les serrer la main, ceux qui voulaient l'indépendance oui. avec Mayotte. Oui, avec, tout à fait. Avec la complicité des gardes Comores. C'est ça. Oui, et donc il y avait une espèce de guérilla entre ces deux clans. Tout à fait. D'un côté, il y avait les résistants et de l'autre côté, il y avait les envahisseurs. En tout cas, c'est comme ça qu'à l'époque, vous le voyez. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Alors, là maintenant, on est en 1974. Il va falloir voter. Il fallait voter. Donc, et on vote pour quoi? Ou contre quoi? Bon, qu'est-ce qu'on nous demande à ce moment-là? À l'époque, en 1974, il y a eu l'élection de M. Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Il avait envoyé son frère ici pour nous dire que non, les Mahorais, on va respecter la volonté des Mahorais. Sauf en 1964, le 22 décembre exactement, quand il y a eu le référendum. C'était une question, je dirais, bizarre ou voulu ou pas compris ou par les Comores. Il n'était pas clair. Ouais. C'est-à-dire, c'était consultation des populations des Comores. Donc, Ahmed Abdallah, à l'époque, l'a dit pourquoi des au pluriel? Parce qu'il y a des Anjouanais, il y a des Mauriciens, il y a des Indiens. Donc, c'est pourquoi il y a ce D. Bon, nous, on a dit D parce qu'il faudrait. Le Comores est formé de 4 îles. Donc, nous, on a sous-entendu, de toute façon, M. Marcel Henry, qui était le leader, donc, qui nous a dit, écoutez, des populations, nous, on va voter contre les indépendances. Après, les résultats vont être pris île par île, ce qui n'était pas évident. Mais nous, on avait un leader, on a cru à notre leader, qui était Marcel Henry, M. Sabana et qui sont arrivés à cette période-là, parce que dans les années 70, 71, 72, ils n'étaient pas encore là, enfin en tout cas au niveau où ils ont été après le vote. Non, justement, ils étaient, attention, localement aussi, ils étaient à ce niveau-là parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle la Chambre des députés de Comores. Ah oui, d'accord. Il y avait les 4 députés à l'époque. Première consultation, les années 60, il y avait 4 députés. Après les années 70, il y avait un 5e député qui était un député du Nord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 70, 71, 72, à vos côtés,
avec le bâton à la main, et avec Papa Joe, il n'y avait pas Younoussa Bamana. Non, non, il y avait pas parce qu'eux, ils étaient là-bas. C'est nous, les jeunes, qui avaient pris la relève parce qu'on a dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, il n'est pas question que ce soit nos aînés. Nous, jeunes, on prend aussi pour montrer que nous, on est là. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Et donc, 74, le vote a lieu. La décision est claire, c'est voté à 80... 64% exactement. 64. Le premier vote, 64%. 64%. Oui, donc le résultat était là. Donc on attendait l'Assemblée nationale pour prendre en compte le vote des Mahorais. Bon, lorsque ça a été passé à l'Assemblée, apparemment, l'Assemblée a pris en compte les votes des Mahorais, ce qui n'a pas plu à Ahmed Abdallah à l'époque. Ce qui a fait que le 6 août 1975, Ahmed Abdallah a déclaré une indépendance unilatérale. Donc, ce qui, en quelque sorte aussi, c'était aussi une autre chance pour Mayotte. Il a fallu qu'il déclare cette indépendance unilatérale pour qu'on en échappe aussi. Ouais, évidemment. Voilà, parce que bon, ça a frustré la France, donc parce qu'il y avait d'autres négociations qui devaient se faire après le référendum. Donc lui, Ahmed Abdallah, n'a pas respecté ces échéances, ces étapes qui devaient se venir. Donc voilà, nous... D'ailleurs, nous maintenant, on le voit que c'est une bonne chose parce que on ne savait pas qu'est-ce qu'encore la France nous réservait pendant cette période de transition. Vous aviez encore un doute à l'époque, même si vous aviez voté pour? Il y avait quand même un doute en se disant, on s'est convaincu, quoi. Oui, on avait un doute. Pourquoi? Parce que ce n'était pas clair. Ce n'était pas dit île par île ou global. Parce qu'il y avait deux mots qui se jouaient. Île par île ou global. Bon, le gouvernement comorien disait global, parce que le peuple comorien, il ne fait qu'un seul. Et nous, on demandait, les résultats devaient être île par île. Voilà. C'est un des plus grands moments, si ce n'est peut-être le plus grand moment de l'histoire de Mayotte, cette période? C'était le plus grand moment. Pourquoi? Parce que, bon, après le 6 juillet, est arrivé le 6 août, où Ali Souali a fait le coup d'État. Le 3 août, pardon. Le 3 août, Ali Souali a fait le coup d'État. Donc c'était encore une autre libération vis-à-vis de Mayotte, parce que, bon, Ali Souali, qui était, disons, plutôt du côté de l'Est, c'est-à-dire socialo-communiste, parce que bon, il y avait surtout l'indépendance d'Afrique qui venait, donc il y avait ce qu'on appelle Uhuru Nakazi, c'est-à-dire c'était son slogan. Donc on a pu encore échapper encore plus avec ce coup d'État du 3 août 1975. Parce que bon, lui, il s'est carrément déclaré communiste. Bien sûr. Bon, à l'époque, en métropole, le communiste, c'était communiste de l'Est, hein, c'est pas communiste même en métropole, la France métropolitaine, les communistes étaient minoritaires, mais lui, il était carrément affiché du côté communiste de l'Est, à l'époque où il y avait le bloc communiste qui était vraiment aussi fort. Donc voilà. Donc ça nous a encore plus, parce qu'on avait encore peur, même avec la déclaration de l'indépendance unilatérale d'Ahmed Abdallah. Ahmed Abdallah, c'était quelqu'un quand même qui avait des relations. Il était pendant plusieurs années sénateur de la France, il avait des amis à la France. D'ailleurs, lorsque Ahmed Abdallah était retourné après qu'on a renversé Ali Souali, il nous a échappé, c'est-à-dire il nous a fait stopper la première consultation qui a été déposée à l'Assemblée en même temps que Saint-Pierre-et-Miquelon pour être département de Mayotte. Donc dès le jour du vote, ça a été retiré de l'Assemblée parce que c'était Chirac qui était Premier ministre à l'époque. Donc il a retiré Mayotte pour cette consultation de département. Et on avait maintenu
Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait voté le département. Dans la deuxième partie de cette émission, je commencerai par ça. Je me pose une question. Est-ce qu'on n'a pas menti aux Mahorais? Est-ce que vous, à l'époque, vous n'avez pas menti aux Mahorais en disant que pour rester français, il fallait devenir département? Alors que c'est deux choses totalement différentes. On pouvait très bien rester français sans être forcément département, ou être département, mais ce n'est pas forcément lié. Est-ce que ça a été un argument de vente, j'allais dire, pour faire passer le message ou pas? On a appris plein de choses dans cette première partie d'émission, et on s'est quitté il y a quelques minutes avec une question qui est restée en suspens. Est-ce qu'on n'a pas menti aux Mahorais? Est-ce que vous n'avez pas, vous, les gens de l'époque, les résistants de l'époque, est-ce que vous n'avez pas menti aux Mahorais quand vous leur avez dit, pour être français et rester français, pour casser la marche arrière et rester français, ne plus jamais revenir aux Comores, il faut demander la départementalisation? Est-ce que vous n'avez pas menti à ce moment-là? Non, je ne dirais pas qu'on nous a menti parce que vous savez, Mayotte est seule île de l'océan Indien ou, c'est-à-dire de territoire français, qui est revendiqué par un pays tiers. Oui. Donc nous, on a dit depuis l'époque, depuis au début, on a dit que seul le département pourra, c'est-à-dire nous sécuriser les Mahorais. Et c'était vrai ça? Parce que enfin, il y a eu d'autres pays, je pense notamment à l'Algérie, qui ont été départements français, et ça s'est arrêté. Et tout à fait, bon, le cas d'Algérie, c'est notre cas. Bon, c'est De Gaulle qui a fait Bien sûr. bon, et vous avez eu les conséquences qu'il y a eu à Bien l'Algérie, sûr. tous les attentats qu'on a fait contre De Gaulle, qu'on a voulu. Bon, Bien sûr. bref, on est à Mayotte. Bon, non, ce n'est pas, on nous a pas menti. Et nous c'était le seul. D'ailleurs, je vais vous dire un exemple. Mayotte, il a les compétences au département et région. Ouais. Et Elle n'en a pas encore les moyens. Hein? Ah oui, tout à fait. Donc, les compétences, hein, Ouais. et pas les moyens. Donc, et les Mahorais n'ont jamais voulu qu'on sorte le nom du département dans ce contexte. C'est vrai. Donc ça reste un symbole pour nous. C'est clair. Le mot département est devenu presque un drapeau. Un drapeau, voilà, un slogan, un drapeau. C'est vrai. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça date depuis 1958, à l'époque de Georges Naouda, qui était parti à Madagascar pour demander. Parce qu'à l'époque, ce n'était même pas le département, c'était un détachement des années 58. On demandait d'être détaché des Comores. Déjà à l'époque. Déjà, en 1958. Vous voyez d'où ça remonte. Et pour vous, Mayotte est plus proche de Madagascar que des Comores? Et tout à fait. Bon, pas plus loin qu'il y a une heure de temps, j'étais avec l'ancien député Bouanali, c'est Tombo. On a déjeuné à midi. Je lui ai donné l'exemple de Nosibé. Quand vous descendez à Nosibé, de l'aéroport à la ville, il y a 25 ou 30 km, mais le paysage, c'est Mayotte. C'est Mayotte. Donc, on a tout ce qui est les coutumes. Vous savez, Mayotte est peuplé à 40% de Malgaches qui parlent malgache dans Chibouchi. Donc, c'est plus près de Madagascar que des autres îles. Tout ce qui est les coutumes, les djinns. La famille, même les familles, il y a beaucoup de Mahorais qui vous à la Majinga, tout le monde a une famille de la famille là-bas. Là-bas, tout à fait. Allez, on est maintenant en 2021, on va fêter, quand je dis maintenant, là, dans les mois qui viennent, on va basculer en 2021, on va fêter le 10e anniversaire de la départementalisation. Est-ce que vous vous rendez compte que ça va faire 10 ans que Mayotte a été proclamé département? Le jour où, c'était donc le 31 mars 2011, où Mayotte est proclamé département, qu'est-ce que ce jour-là t'as ressenti, papa? Qu'est-ce que ce jour-là, il s'est passé dans tes tripes, dans ton cœur? C'était un grand ouf. Enfin, le combat de 50 ans, on l'a finalement eu, on a gagné. Mais sincèrement, pour avoir voyagé aussi, je savais aussi qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Il restait beaucoup de choses à faire. Parce que, ça t'inquiétait, le fait de... c'était à la fois une joie et une inquiétude en disant,
Quand je vois la somme de travail qu'il y a à Qu'il y a à faire, faire, tout à fait. c'est ça? Tout à fait, parce que... Vous étiez conscient déjà donc, de cette Moi, quantité à de l'époque, travail? j'étais déjà conscient. Pourquoi? Parce que en 1999, il y a eu une première consultation pour qu'on puisse, département, où donc, il y avait déjà une réticence au niveau de M. Marcel Larry qui nous avait dit qu'il faudrait qu'on soit département, qu'on nous donne tous les moyens. Or, la France ne nous avait pas donné. Ouais. À l'époque, M. Marcel Larry l'avait dit, il a utilisé le mot en maoré, matsembe. Matsembe, ça veut dire les petits miettes du riz. Donc, on n'allait pas avoir tout l'argent de la France. Donc, c'est pourquoi il avait utilisé ce mot matsembe, parce qu'on nous allait mettre dans des statuts où on n'avait pas tous les moyens pour subvenir à relever le défi qui nous attendait. Aujourd'hui, président, parce que président de l'association des maires, aujourd'hui, président, il y a des gens à Mayotte qui se disent, nom d'une pipe, le département, ça fait 10 ans, et c'est pas ça que j'avais imaginé. Le département de Mayotte ne ressemble pas à ce dont j'avais rêvé il y a 10 ans. Vous en êtes conscient de ça? Si, je suis conscient. Pourquoi? Parce que je n'étais pas complètement parti de la scène politique. Je voyais, j'étais quand même, depuis le début, tout jeune élu. Je voulais juste revenir en arrière. En 1977, lorsqu'on a installé les communes à Mayotte, c'était les premières communes, c'est la première fois qu'on installait les communes à Mayotte, en 1977. Et imagine, j'étais là, le Benjamin, j'avais 23 ans, premier conseil municipal à Pamandzi. Donc, j'ai toute cette historique d'installation. Donc, on était conscient parce qu'il n'y avait pas tous les ingrédients pour accompagner, notamment tout ce qui est social, l'alignement social, tout ça, c'est la fraction sociale. C'est ça qui fait que vous avez tous ces problèmes aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas tous les moyens. On a mal démarré, en fait. On a mal démarré. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Attendre un peu, comme l'avait proposé Sarkozy à l'époque? Pas avant 2025? Non, moi je crois qu'il fallait mettre les moyens tout de suite. C'est pourquoi je disais tout à l'heure... Et ça n'a pas été le cas? Oui, c'est pas le cas parce que justement quand je vous ai dit que c'est le premier territoire, c'est-à-dire français, où on a eu les deux compétences, région et département, on devait mettre les moyens tout de suite. Ouais. Parce que là, jusqu'à maintenant, les lycées, c'est toujours l'État. Or, le lycée devait revenir à la région. Donc, on n'a pas ces moyens. On n'a qu'une partie de moyens, encore qu'une partie des moyens du département. Et n'en parlons pas les moyens d'une région. Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur les 10 prochaines années à venir? À quoi va ressembler Mayotte dans 10 ans? En 2030, 2031 pour être précis, à quoi va ressembler Mayotte? Quel travail nos élus vont devoir faire pour arriver à quel type de résultat? En 10 ans. Bon, à 10 ans, 10 ans c'est peu, hein, vous savez. Oui. 10 ans, avec tous les retards qu'on a, 10 ans c'est peu. Mais il faudra se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs, vous avez raison. Il y a le désenclavement de Mayotte. Bon, pendant 50 ans ou 30 ans, 40 ans qu'on s'est séparé des Comores, c'est les mêmes routes. Et 40 ans, ô combien il y a eu des nombres de voitures multipliés par 1000. Donc, pour faire Mamoudzou-Kaoueni, des fois on fait 1 heure de temps, même voire plus, je ne vous l'apprends rien. Il faut être en moto et même ça, donc on risque. Donc voilà. Donc moi je crois qu'il faut que l'État ou nous politiciens, on se réunit tous pour fixer des objectifs. Le désenclavement. Il y a les routes, l'aéroport. Et je vais aller même plus loin parce que nous, j'ai eu la chance d'être chef de cabinet au conseil départemental de 2011 à 2014. Et on avait déjà envisagé de faire un projet de pont entre la Petite Terre et la Grande Terre. Aujourd'hui, on parle de téléphérique. De téléphérique. Donc voilà. Donc tous ces outils-là devaient être mis déjà avant. Donc vous voyez, avec les barges et les amphidromes, maintenant, on a la queue depuis Firacho pour prendre la barge.
Et on a des gens qui veulent investir, des acteurs économiques qui arrivent ici le matin, ils veulent partir le soir. Et s'ils arrivent le matin et à midi, ils ne sont pas encore arrivés à Mamoudzou, c'est un frein au développement de maintenant. Donc, on a besoin de tous ces outils. Donc pour vous, les 10 prochaines années, la priorité, c'est le désenclavement. Désenclavement. Et puis, bon, on n'arrêtera pas de construire des écoles, les lycées, mais tout le temps, parce que bon, c'est vrai, on a une jeunesse, c'est l'un des départements les plus dynamiques de France, avec 65% de moins de 18 ans. Donc tout ça, ça a une conséquence. Les conséquences, on les voit. On les voit. Donc, notamment sur la délinquance. Voilà, la délinquance, il y a des gens qui sont laissés aller. Et là, en plus, à chaque fois, on parle des jeunes, mais aussi, il y a aussi nos vieux mamans ou les vieux papas qui sont laissés aussi, qui n'ont pas les mêmes ressources que ce qu'il y a à métropole. Donc, tout ça fait qu'il y a une problématique de mal vivre au sein de la société mahoraise. Il n'y a pas si longtemps que ça, et on en parlait tout à l'heure hors antenne, j'ai fait une interview d'un Comorien qui m'expliquait, où on discutait avec lui sur la notion de délinquance, et il dit, avant, que ce soit au Comores ou à Mayotte, un enfant dans un village, tous les hommes, c'était les papas. Tout à fait. Et à Mayotte, c'était pareil. Tout à fait. Maintenant, il exagère un peu, mais maintenant il dit un enfant à Mayotte, c'est l'enfant de l'État. Tout à fait. C'est normal que ça ne marche pas, parce que l'État ne met pas les moyens. Tout à fait. Pour pouvoir faire en sorte. Donc il dit, et ces enfants qui aujourd'hui sont c'est eux qui font la délinquance, c'est des enfants qui sont nés à Mayotte. Tout à fait. Est-ce que on peut enrayer ça, selon vous? Et si oui, comment? Bon, enrayer. Dans les 10 ans qui viennent, dans le cadre, enrayer ça, parce que oui. Bon, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, que c'est l'enfant de l'État, on va même plus loin, on dit c'est l'enfant des juges. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas le dire, bon, pas le mot éduquer. Même, vous voyez maintenant, à métropole, même les fessées sont interdits. Donc, or, avant, il y avait le fouet. Il y avait le fessé. Le fessé n'existe pas à Mayotte. C'est le fouet. On ne les donnait pas méchamment, mais c'était pour éduquer les bon, à une époque en métropole, il y avait le martinet. Voilà, tout à fait. Aussi. Voilà, tout à fait. Ici, un enfant, vous le punissez, vous lui dites, va dans ta chambre, il est content d'aller dans la chambre. À métropole, vous punissez l'enfant, il va à la chambre, il pleure parce qu'il va s'isoler. Ou va au coin. Donc, vous voyez la différence entre comment la métropole est ici. Et, bon, avant, on nous disait, en métropole, l'enfant métropolitain, il était, comment dirais-je, il n'avait pas droit au beurre ou bien pour le pain. Ouais. Ici, on dit qu'il ne vous donne pas le beurre, il s'en fout, il prend le pain sec. Ouais. Donc, vous voyez la différence. Donc, ouais. Ça veut dire quoi? Comme il y a une différence de culture, ces mêmes règles ont du mal à s'adapter ici. On a du mal à s'adapter, à adapter les lois, il faut les adapter. Toute loi. Moi, je vais être concret. On va en Alsace, c'est la métropole. Ah oui. Ils ont d'autres lois qui adaptent propre à l'Alsace, qui ne rentrent pas dans le cadre. D'abord, par exemple, la religion est prise en compte. En Alsace, parce qu'ils ont les acquis qui étaient depuis des années. Parce qu'ils ont choisi le département qui le permettait. Mais nous, à Mayotte, on a choisi un autre type de département. Je ne sais pas si c'est notre département. C'est là qu'il y a peut-être un petit amalgame entre les départements qu'on a choisis. L'article 73, l'article 74, on ne sait même pas. On nous balance à chaque fois que ça arrange la France ou ça arrange le gouvernement. Moi, je le dis les choses. Donc, s'il y a des avantages, on nous balance sur le 74. S'il y a des inconvénients, c'est le 73. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que tout cela est dû à la faillite de la France. Vous pensez? Oui, tout à fait. Parce que elle n'a pas été à la hauteur? Si on n'a pas la réussite du département tel qu'on aurait pu l'imaginer, c'est parce que la France n'a pas été à la hauteur? La France n'a pas été à la hauteur. Soit ils ont voulu jouer avec le mot département qui était cher aux Mahorais, pour nous apaiser, il dit, écoutez, on leur donne le département, peut-être ils vont se taire. Et regardons ici aujourd'hui, beaucoup de Mahorais vont en métropole
pour enseigner l'enfant, mais aussi pour avoir les mêmes prestations que les métropolitains. C'est même Mahorais ou Mahoraises qui vient à Mayotte, il perd tous les avantages qu'il y avait à métropole, on va l'aligner avec ce que... Est-ce que vous voyez que c'est une bonne chose? C'est pas normal. Donc, le pays est en train de se vider, non seulement pour un enseignement meilleur, mais aussi pour des prestations sociales meilleures qu'ici. Et santé aussi. Et santé, voilà, et santé aussi. Nos femmes vont accoucher à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Voilà, donc, tout ça, à l'époque, actuellement, on est à 2021, bientôt. On n'a pas de dentiste, on n'a pas d'ophtalmo. Mais est-ce que vous pensez que tout ça s'est fait exprès? Parce que vous dites que la France n'a pas été à la hauteur, mais est-ce qu'elle l'a fait exprès selon vous? Ou c'est parce que, bon, elle avait d'autres préoccupations plus importantes à 10 000 km d'ici ou c'est volontaire? Bon, il y a les deux. Moi, oui. je crois, c'est partagé. Je crois que c'est volontaire, pour être franc. Moi, je dis les choses. Oui, bien sûr. C'est volontaire parce que rien n'empêche que Mayotte ne fait que 374 km². Ouais. La France pourrait développer ça, disons, en 10 ans après la départementation. Il avait tous les moyens de développer. Il n'a pas voulu. Bon, pourquoi? Parce que soi-disant, on ne va pas développer Mayotte plus vite que les Comores parce que ça va donner... Déjà, le peu de développement... Mais oui, le peu de développement qu'on a, ça attire des gens. Ça n'a pas arrêté d'attirer nos voisins Comores. Vous savez, moi, des fois, je vais aux Comores. Mais vous savez le nombre de sommes d'argent qui rentrent aux Comores. Qui arrivent de Mayotte? De Mayotte, mais des autres États. Des autres États. Ouais. Mais qui ont eu les subventions. Mais ils ne sont pas utilisés à bon escient. Ils rentrent dans les poches des élus. Mais toute cette manne qui rentre aux Comores, si c'était utilisé en bon escient, je crois, et ce n'est pas que je crois, et je suis certain que les Comores seraient 10 fois plus développé que Mayotte. Je vais vous donner un exemple d'un hôpital qui est à Bambao en juin. Mais oui, vous savez, cet hôpital... Il est construit, mais il est vide. Il est vide. Il était tout équipé. Moi, j'étais allé le visiter, cet hôpital. Mais il manquait les compétences. Il manquait les compétences. Et je vais vous dire, le château d'eau qui est à Moroni, ça date d'Ali Swali. Qu'est-ce qui les empêchait de multiplier les châteaux d'eau pour que la population ait de l'eau à la Grande Comore? Et ils ont la bonne eau que Mayotte. Parce que là-bas, c'est la nappe phréatique avec les trucs filtrés par le volcan. Donc, ils n'ont même pas besoin de traiter juste pour le chlore, mais n'ont pas besoin de traitement comme on a fait ici. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que la France a voulu certaines choses, laisser pourrir la situation, tout en sachant qu'il peut avoir un pied aux Comores, un pied ici n'est pas fâché les Comores, n'est pas fâché les Mahorais, on est dans le département, mais ce département, c'est un département, comment dirais-je, qui ne sera pas un département mangrove. Peut-être pas aller jusqu'à là, bon. Là où vous poussez, bon, pas un département mangrove, mais quand même, ce n'est pas structuré, ce n'est pas c'est pas un département 100% Mayotte. 100% Mayotte. Tout à fait. Donc moi, je crois que l'heure est arrivée que nous, élus, parlementaires, maires, l'association de maires, commencent à s'unir pour parler de même voix. Mais c'est ça, parce que c'est aussi ça, Monsieur le Président, comme problème qu'on a eu ici à Mayotte. C'est que nos élus, dont vous faites partie, vous n'arriviez pas à parler d'une même voix comme le font très bien nos cousins de la Réunion, même s'ils se font la guerre en interne. Là, c'est la guerre. Mais quand il faut aller à Paris, tout le monde parle d'une voix. Tout à fait. Un même message et on n'arrive pas à le faire. Je peux en témoigner parce que comme j'étais là, je vous ai dit de 1995 en 2008, élu ici en tant que premier adjoint, j'ai participé à des congrès, mais on voyait ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Est-ce qu'un jour, on arrive à la fin de l'émission, là j'ai mis encore une tonne de questions à vous poser, est-ce qu'un jour, Mayotte, les générations à venir, vont pouvoir vivre et travailler dans la région, dans la zone, avec les Comores? Est-ce que la nouvelle génération qui n'a pas connu ce que vous avez connu, la résistance, les tortures, donc une génération qui n'aura pas connu ça, donc qui va peut-être vouloir vivre autrement, est-ce que, selon vous, on y arrivera? On y arrivera dans une seule condition. Tant que les Comores
n'accepteront pas le choix de Mahorais, on n'y arrivera jamais. Parce que eux, ils sont dans un pays conquis, c'est-à-dire Mayotte, c'est comorien. Donc, quel que soit ce qu'on fera, ils n'accepteront jamais que Mayotte soit reconnu. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas Mayotte française, voilà, ça va être compliqué. On aura on en a encore pour un moment, alors. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, vous le voyez. Mais à chaque fois, des fois, ils ouvrent pour qu'on puisse renvoyer les clandestins. Des fois, ils ferment. Donc, c'est à leur bon vouloir, quoi. Bon, donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que joue la diplomatie française. Or, moi je crois qu'il manque une fermeté vis-à-vis de l'État français. Le 31 mars 2021, il va y avoir 10 bougies sur le gâteau. Est-ce que vous serez là pour souffler les bougies à côté des autorités d'aujourd'hui? J'espère que le ciel, qui est lui qui est en haut, me donnera la chance d'être là, parce qu'on est aussi la nature. J'espère que je serai là, et ce sera quand même un grand honneur aussi pour moi, pour fêter ces 10 ans. Même si, je disais, c'est 10 ans, mais ce n'est pas les 10 ans qu'on attendait, on attendait les 10 ans de développement pour et c'est peut-être là maintenant la nouvelle phase de ces nouveaux 10 ans qui arrivent. C'est peut-être maintenant qu'il va y avoir ce développement avec l'Europe, avec tout ça. Tout à fait, avec l'Europe aussi, parce que vous savez, même avec les fonds européens, il y a certains fonds européens qu'on n'a pas accès. Bien sûr. Donc tout ça, c'est ça. Donc moi, j'espère qu'à partir de 2021, il y aura d'autres horizons pour l'Europe, mais pour Mayotte, pour que puisse Mayotte se développer et pour l'avenir de Mayotte. Pourquoi vous avez accepté cette interview et de nous parler de ce passé et de ces moments parfois sombres de l'histoire? Pourquoi vous avez accepté ça aujourd'hui? Écoutez, Mayotte, ou disons les Comores, c'est une société orale. Donc, tout ce que vous avez, peut-être ce n'est pas écrit nulle part. Donc moi, je crois que c'est un devoir pour moi de donner certaines choses qui se passaient avant ou que peut-être la jeunesse aussi ne connaisse pas ou c'est transposé de notre manière ou c'est traduit de notre manière par rapport à un métropolitain qui vient ici, mais qui n'a pas tous les acquis de la vérité ou de la sincérité de tout ce qui s'est passé avant. En tout cas, merci d'avoir choisi Kwesi pour nous parler de tout ça. Je le disais en début d'émission, j'étais honoré et un peu timide devant, pardon pour l'expression, mais ce monstre de la résistance, parce que c'est par ça que ça a commencé. Mais je peux vous dire qu'à la fin de l'émission, je le suis toujours autant. Merci, en tout cas, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous direz mes bonjours à Anne, c'est elle qui m'a ouvert dans votre chaîne première interview qu'on avait fait à l'aéroport. Donc c'est encore un endroit symbolique pour Mayotte parce qu'on est là sur la piste longue. Donc on en avait parlé avec lui, il était là pour le reportage. Donc c'était un honneur énorme, mais je suis là pour cette continuité. Et on se retrouvera très vite pour le 10e anniversaire de la départementalisation. Et on sera ensemble pour souffler les 10 bougies. Merci beaucoup, Président. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau CQFD. D'ici là, soyez prudents. Ciao.